Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. C'est la rentrée. Alors, avec le comité des sages, on a toujours la première, ça doit être un peu comme les directeurs d'école ou les enseignants. La rentrée, on a toujours une petite appréhension, savoir si on va retrouver nos étudiants de l'année dernière, si on a trouvé des nouveaux sujets pour les intéresser, et est-ce qu'on va réussir à faire revenir nos étudiants et en attirer de nouveaux. Alors, bon, l'assistance parle d'elle-même, vous êtes nombreux ce soir, donc on n'a pas perdu d'étudiants, on en a beaucoup de nouveaux aussi, et ça fait vraiment plaisir. Alors, bonne rentrée à tous. On commence l'année universitaire. On aura 6 conférences cette année, mais ça, je vous en parlerai après. Et la première conférence, aujourd'hui, on reçoit le docteur William Rosten. Alors, je vais vous raconter une histoire un peu extraordinaire. Vous vous rappelez, dans le temps, il y avait Pierre Bellemare, il racontait des histoires extraordinaires. Bon, ça durait une demi-heure, je vais faire plus court. C'est une histoire extraordinaire parce que cet homme-là qui va faire la conférence ce soir, je l'ai vu pour la première fois de ma vie cet après-midi. Bon, on s'était eu un petit peu au téléphone quand même un peu avant. Et je dis quand même, donc il est professeur émérite à l'INSERM, il a publié de nombreux articles scientifiques, il est aussi romancier, hein, vous verrez, il a quelques livres, vous pourrez le voir à la sortie. Et puis, je l'ai eu au téléphone il y a 7-8 mois, docteur, oui, c'est à peu près ça. Et en fait, il m'a dit une chose, il me dit, je vous appelle, et c'est véridique. Je vous appelle parce que j'ai entendu parler de vous dans une émission, vrai, dans une émission de radio, le jeu des 1000 euros. Je joue jamais au jeu. J'ai entendu parler de vous et je vous appelle parce que j'aimerais bien faire une conférence chez vous à Tincourt. Vous en connaissez beaucoup des gens qui vous appellent en disant j'ai envie de faire une conférence à Tincourt. Eh bien, il y en a au moins un dans le monde. Et je peux vous dire, en plus, c'est une pointure. Et donc, en fait, Dr Rosten, il a écouté le jeu des 1000 euros, et puis, juste avant, alors, en plus, alors je vais faire court quand même, parce qu'on avait été quand même bien aidé par un des étudiants, un couple d'étudiants ici, qui avait dit à l'organisatrice de l'émission, bah, vous pourriez parler de l'université de la Cologne, c'est pas mal. Et donc, voilà, donc vous voyez quand même, on a des étudiants qui en plus nous font de la promotion. Et donc on a eu cette promotion, il m'a appelé, il me dit j'aimerais bien faire une conférence. Ben, je dis oui, si vous voulez, nous on est prêts. Mais il dit je voudrais vous faire une conférence soit sur l'invention de l'insuline, soit sur le cerveau. Alors déjà, non seulement il veut bien faire une conférence, mais là il veut bien en faire 2. C'est formidable quand même. Et à Tincourt, c'est extraordinaire. Et donc, avec le comité des sages, on a choisi de faire sur le cerveau, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas un jour sur l'inventeur de l'insuline. L'inventeur de l'insuline, il était combattant de la Première Guerre mondiale du côté d'Amiens, M. Frédéric Banting. C'est pour ça qu'il est connu et que le professeur Rosten le connaît bien. Et donc, ça sera pour une autre fois. Donc voilà l'histoire en fait de cette venue ici. Donc, si j'ai rien oublié, on va parler du cerveau. Alors, pourquoi on voulait parler du cerveau? D'abord parce que c'est un organe qui est assez largement inconnu, dont le fonctionnement est un petit peu complexe. Il reste encore pas mal de mystères. Alors, il y a du fonctionnement qui va bien, et puis parfois des fonctionnements qui vont moins bien, et on a tous connu, et on a tous en tête une personne de notre entourage qui a eu des soucis au cerveau. Et donc, tout ça, ce cerveau, on se dit, on va faire un peu un voyage dans l'inconnu. Et c'est ce qui nous a intéressés. Alors, en espérant avec des mots simples pour qu'on comprenne, parce qu'on n'est pas des scientifiques de l'INSERM, mais je pense qu'on va essayer de faire ce petit voyage dans l'inconnu avec le professeur William Rosten. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Vous avez 1 heure. Le jeu n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Et donc, c'est à vous de nous présenter le cerveau. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, et puis merci d'être venus si nombreux. Je voulais ajouter une toute petite chose, c'est que si j'ai téléphoné ici pour le milieu rural, c'est qu'il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de participer à une université qui se trouvait l'université... Je ne sais plus comment... Oui. Mais c'était l'université rurale, et c'était près de Collonges-la-Rouge, très belle ville, près de Brive. Et j'ai trouvé cette initiative absolument extraordinaire.
On avait beaucoup aimé, on était plusieurs scientifiques à être là. Et quand j'ai entendu sur France Inter, dans Carnet de campagne, cette idée qui était venue que vous faisiez une université, effectivement, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai téléphoné au maire. Je ne savais pas qu'il était maire, je crois qu'il était président de l'association. Et puis voilà comment ça s'est fait. Donc, ce que je voudrais faire avec vous, n'ayez pas peur, hein, ça ne va pas être compliqué, mais vous montrer des merveilleuses images. Et surtout de ne pas trop parler de maladie du cerveau, parce que heureusement, on a tous un cerveau qui fonctionne, en plus pendant plusieurs années, très bien. Il y a déjà suffisamment de choses à dire sur cet aspect-là. Donc on va faire un petit voyage dans le cerveau. Vous allez voir quelques petites musiques au départ, parce que je voudrais que vous rentriez dans ce cerveau et que vous puissiez vous immerger à l'intérieur. Alors on a beaucoup d'images qui sont en 3D parce que les grands progrès de la technologie ont fait que maintenant on arrive à voir un certain nombre de choses et même de rentrer, comme vous le voyez, grâce à des images à l'intérieur du cerveau. Et ainsi, vous pouvez distinguer certaines régions des différents types de cellules dont je vais vous parler tout à l'heure, qui s'entrecroisent et en fait qui se parlent à l'intérieur du cerveau. Alors fermez, si vous voulez, les yeux ou écoutez la musique, rien que pour se mettre dans l'ambiance. Tout à l'heure, vous avez vu des petites cellules avec des grands filaments. Je vais vous en reparler. Et là, on rentre derrière notre cerveau dans la moelle épinière, qui elle aussi est composée de tous ces filaments que l'on voit de part et d'autre de la paroi de la moelle épinière. C'était comme si vous mangiez un ossobuco et que vous êtes au milieu de cet os avec la moelle en plein milieu. Je vous parlerai de la musique tout à l'heure. Alors, on a en fait deux grands systèmes nerveux au départ, ce qu'on appelle le système nerveux central, c'est-à-dire notre tête, notre crâne, et le système nerveux dit périphérique, qui est celui de la sensation, qui vous permet de sentir lorsque vous mettez votre main sur une plaque chaude. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez enlever votre main, tout simplement parce que nous avons des nerfs moteurs, qui permettent par exemple de courir, et des nerfs sensitifs qui vont remonter de la périphérie vers le système nerveux. Alors, à quoi sert véritablement notre cerveau et comment il réagit? En général, via souvent notre système visuel, on va recevoir un message. Le message peut être de différents niveaux. Par exemple, vous avez une voiture qui arrive devant vous, ou, comme je vais vous le montrer là, un animal qui va vous faire peur. Et votre cerveau va essayer d'analyser ce que vous voyez. Soit il le connaît, c'est-à-dire que vous allez avoir une réaction rapide pour pouvoir soit fuir, soit éventuellement vous rapprocher de l'objet que vous voyez. Ou alors, lorsque vous êtes un tout petit enfant, quand on ne vous l'a pas appris, et lorsque vous ne savez pas ce qui se passe, en général, vous ne bougez pas. Et vous ne savez pas comment réagir. Et ça, on va en parler tout à l'heure, c'est l'apprentissage et la mémoire.
Alors évidemment, si vous vous trouvez devant un ours, bon, je ne pense pas qu'il y en ait trop dans la Somme, mais si vous vous trouvez devant un ours, la première chose que vous allez essayer de faire en voyant l'ours, c'est certainement de fuir et de courir vite. Et grâce à ça, il y a tout un phénomène où il va y avoir des stimulations nerveuses, il va y avoir des messages qui vont passer d'une cellule nerveuse à une autre afin de préparer l'action, l'action étant de stimuler vos muscles pour pouvoir courir. C'est aussi simple que ça comme réaction. Alors notre cerveau, il est fragile. Il faut qu'il soit protégé, et il est en particulier protégé par notre boîte crânienne. Ça, c'est la première chose. Mais en dessous de la boîte crânienne, il y a tout un ensemble qu'on appelle une barrière. Et la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire entre le sang et le cerveau, permet aussi de lutter contre les infections ou les inflammations. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez la grippe, et par exemple, quand on a connu le Covid, eh bien, dans les premières phases du Covid, on n'a absolument rien, mais si vraiment le virus est trop agressif, la barrière qui protège notre cerveau peut être ouverte ou détruite, et là, le virus peut passer. C'était assez rare, heureusement. Enfin, tout baigne dans un liquide, et vous verrez que notre cerveau contient à peu près 70% d'eau. Et donc le système nerveux central est protégé par la boîte crânienne et puis les méninges et le liquide céphalo-rachitien qu'on appelle ça, tandis que la moelle épinière qu'on a vue tout à l'heure est protégée naturellement par notre colonne vertébrale. Alors, le cerveau dans différentes espèces, il évolue. C'est-à-dire qu'il est formé de milliards de cellules nerveuses, et vous avez tous entendu parler des principaux qui sont les neurones. On va en parler plus précisément. Vous voyez qu'on a environ 100 milliards de neurones, vous imaginez. Alors vous allez me dire, si on mettait 100 milliards de neurones les uns à côté des autres, ça ferait des kilomètres et des kilomètres. Et en fait, dans notre boîte crânienne, tout est remis comme une vraie spirale, bien serrée, et tous les neurones sont serrés les uns contre les autres. Et il y a en général, le poids d'un cerveau, il est de 1,3, 1,5 ou 6 kilos, et un bébé de 200 grammes. Et parmi toutes les espèces, vous voyez, on a mesuré quel était le nombre de neurones dans différentes espèces. Alors la première, le C. élégans, c'est un ver de terre. Il y a 300 neurones. Vous me direz, c'est très intéressant parce que pour nous, avoir le moins de neurones possible permet de les étudier beaucoup plus facilement que si vous en avez des milliards. Et puis vous montez, vous voyez, l'escargot en a 11 000, la grenouille, elle en a 16 millions, la souris, qui est un animal de laboratoire qu'on utilise beaucoup, 75 millions, et le chimpanzé, vous voyez, commence à se rapprocher énormément de l'homme. Alors, vous savez tous, essayez de vous souvenir un peu de votre enfance. Je crois qu'on a tous un certain âge ici. Donc, de votre enfance où on apprenait en sciences naturelles le cerveau un tout petit peu. On a deux hémisphères, le droit et le gauche. Alors, pour être tout simple, c'est que l'hémisphère gauche, c'est celui qui est le plus sérieux. En effet, c'est là où se font les calculs, c'est là où on arrive à parler, c'est véritablement l'abstraction et le rationnel. Alors que le cerveau droit est principalement le cerveau artiste. Et les deux sont reliés, heureusement. Alors parfois on développe un tout petit peu plus la partie droite. C'est par exemple un peintre ou différents artistes. Et puis il y en a d'autres qui développent un peu plus l'hémisphère gauche. Ce sont, il paraît, les scientifiques, j'en suis pas sûr, et également les matheux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le cerveau, et ça, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que le cerveau, il n'est pas tout seul. Il est toujours relié à notre corps.
Il va envoyer des informations au corps et le corps va renvoyer des informations au niveau du cerveau. Et là aussi, on a dû apprendre ça quand on était jeune. À travers la moelle épinière, il y a des voies nerveuses qui vont être des voies motrices, c'est-à-dire donc qui vont partir du cerveau et qui vont aller vers les muscles pour nous faire marcher et avancer. Et inversement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au niveau de la peau, vous avez des terminaisons nerveuses qui vont remonter, toujours via la moelle et le bulbe rachidien, vers le cerveau pour donner cette information. Alors c'est quoi la cellule noble du cerveau? Le neurone. Vous avez vu quelques images tout à l'heure. Il est formé d'un corps cellulaire, d'une tête, avec un grand corps que l'on appelle ici l'axone, et il y a des terminaisons nerveuses. Il y a toujours beaucoup plus de terminaisons nerveuses que de corps cellulaires. Et vous allez voir comment ça marche. C'est une humain assez extraordinaire. Et ça donne des belles images. Ça donne des images d'arbres. Vous voyez qu'à partir d'un corps cellulaire, vous pouvez avoir toute une arborisation. Là aussi, à partir d'un corps cellulaire, vous avez plein d'axones, comme je le disais tout à l'heure, qui vont envoyer des informations dans tout le cerveau. Et il y en a comme ça à peu près 100 milliards, ce qui fait, comme je vous le disais tout à l'heure, à peu près 100 km de long, si on les mettait tous les uns à côté des autres. Alors, le cerveau, vous voyez, on peut faire des très belles images, en tout cas dans nos laboratoires, où là, vous revoyez des cellules, des corps cellulaires des neurones, et puis tous les trajets que vous avez. Ces images sont obtenues, vous voyez, ça ressemble un peu à un ciel étoilé, hein, en gros. Et d'ailleurs, il y a à peu près autant de neurones que d'étoiles dans notre ciel. Et on arrive à avoir des images comme ça grâce au progrès non seulement de l'imagerie, mais de la génétique. Je ne rentrerai pas dans le détail, sauf si vous voulez le savoir tout à l'heure. Et puis on a d'autres encore. Et là, on dirait un feu d'artifice, celui-là, où vous avez des projections comme ça de cellules nerveuses qui vont envoyer des axones vers les terminaisons nerveuses. Alors, l'une des caractéristiques d'un neurone, c'est qu'il est excitable. Alors, excitable, ça veut dire qu'on va se mettre à parler d'électricité. Et en fait, c'est l'une des caractéristiques par rapport à d'autres cellules du corps, c'est que ces cellules nerveuses vont fabriquer de l'électricité. C'est comme une usine que vous pouvez avoir, une usine électrique. Alors, on peut le savoir, ça, en mettant ce qu'on appelle des électrodes. Vous voyez, vous avez le corps, toujours le corps cellulaire avec les prolongements. Et vous voyez, on peut descendre une électrode et on va stimuler, comme une activité électrique, cette cellule nerveuse et comprendre comment elle peut fonctionner. Et qu'est-ce que ça vous donne comme message? Et ça, vous pouvez le voir, on dit qu'on a un potentiel d'action. C'est un peu comme l'électrocardiogramme. Vous voyez là-haut, un neurone va envoyer des impulsions d'une manière régulière. Quand le neurone fonctionne très bien, c'est ce que vous avez. Et ici, c'est dans un cas pathologique où vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'excitation de ce neurone. Et ça, c'est dans un cas particulier qui est celui de l'épilepsie. Donc, on peut enregistrer ces neurones, c'est ce qu'on appelle des électroencéphalogrammes, et on peut suivre en fait l'activité de tels neurones en fonction de la région où on est. Et comment on obtient cette image, ce qu'on appelle le potentiel d'action? Il y a quelqu'un qui le sait, ça? Est-ce que ça a pu donner un souvenir? On a tous oublié nos cours, hein. Pas possible. Eh bien, je vais vous le dire. Ce sont des phénomènes chimiques tout simples. C'est des entrées d'ions ou des sorties d'ions à travers la membrane du neurone. Vous avez des entrées de sodium, de potassium, de calcium,
Et tout ça, les modifications de potentiel vont donner justement ce potentiel d'action qui va aboutir à la libération de certaines substances. Et si vous voulez savoir comment on a obtenu ces belles choses, ça va vous rappeler tout de même un certain nombre de choses. C'est grâce à ces gentilles petites bêtes que nous avons, soit les serpents, les scorpions, les araignées, les anémones de mer. Tout simplement, c'est que lorsque vous perdez de la sensibilité, parce que vous avez été piqué par une guêpe, ou parce qu'un scorpion, ça c'est rare, hein, par ici aussi, mais si vous êtes piqué par un scorpion, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va envoyer des toxines qui vont bloquer la transmission nerveuse. Et vous ne sentez plus rien, vous êtes comme si vous étiez paralysé. Eh bien, c'est grâce à des extraits que l'on a obtenus de ces animaux que l'on a compris comment fonctionnait le neurone et comment on obtenait un potentiel d'action grâce aux modifications des ions. Et donc, il y a des serpents qui bloquent un canal, qui est le canal calcium. Il y en a d'autres qui bloquent un autre canal, qui est le canal potassium, etc., etc. C'est joli, hein? Alors, qu'est-ce que fait un neurone? Il communique. Ça, c'est son rôle. Il va parler avec un autre neurone. Tout seul, il ne peut pas vivre. Lui, il fait de la vraie communication et du social. Il reçoit des impulsions d'autres neurones et il va transformer ce signal électrique que l'on a vu, la plupart du temps, en un signal chimique. Et on va parler juste du signal chimique tout de suite. Ceci se fait principalement au niveau de la terminaison nerveuse que l'on appelle la synapse. La terminaison synaptique, c'est tout simplement la fin, vous voyez, là il y en a, c'est-à-dire que le corps cellulaire est là, vous avez le prolongement, l'axone, et vous avez la terminaison nerveuse qui se trouve au bout. C'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais en général, on arrive à les retrouver. Alors, qu'y a-t-il dans la terminaison nerveuse? Ça, c'est un schéma d'une terminaison nerveuse. On a des petites vésicules qui contiennent des substances qu'on appelle des neurotransmetteurs. Vous allez voir que vous en connaissez, un peu comme M. Jourdain, hein, vous ne saviez pas que... Non, mais vous allez en entendre facilement parler. Alors, la terminaison nerveuse donc, contient des neurotransmetteurs qui, sous l'action du potentiel d'action qu'on a vu tout à l'heure, vont être libérés dans la fente synaptique pour aller agir sur un autre neurone. C'est ça le signal. Donc vous voyez, là, il est là. Le neurotransmetteur est libéré. Oui, on l'a entendu, le potentiel d'action. Et par le petit signal qu'on a entendu, il va être libéré vers la fente synaptique et être reconnu par un autre neurone au niveau de la terminaison de l'autre neurone qu'on appelle la terminaison post-synaptique. Ça c'est pré-synaptique, c'est au début, et ça c'est post-synaptique. Et la majorité des médicaments que nous avons dans ce domaine agissent sur cette libération, soit pour l'augmenter, l'augmentation du neurotransmetteur, soit pour l'inhiber. Alors, je vous ai promis des noms. Il y en a un qui s'appelle l'acétylcholine, qui permet le lien en particulier entre la jonction entre un neurone et les muscles. C'est son action principale. Il y en a d'autres qui sont connus. Hein. La dopamine, bien entendu, c'est la substance du plaisir, du bonheur. Et donc, qu'est-ce que fait notre système nerveux? En général, il essaye de booster la dopamine, ou alors il y a certaines drogues dont on parle qui, naturellement, elles vont booster encore plus la dopamine, soit en augmentant sa libération, comme les amphétamines, soit en
augmentant la production, soit en augmentant un autre système qui permet de détruire ces substances, qui est un système de rétroaction qui peut être bloqué. Et donc on a toujours dans la fente synaptique beaucoup plus de dopamine qu'on en voulait. Et on a un autre qui sert souvent à s'endormir, c'est la sérotonine. Et puis, il y a 2 acides aminés qui sont très importants. Il y en a un qui stimule, ce qui s'appelle le glutamate. Si vous allez dans une pharmacie, vous les retrouvez, ces noms-là. Ou un autre qui s'appelle l'acide GABA-aminobutyrique et qui, lui, inhibe. Donc, il y a toujours, en fait, le yin et le yang. Entre les deux, il y a toujours des substances qui vont stimuler et des substances qui vont inhiber. Et le rôle d'un neurone, c'est simplement j'active et j'inhibe. Il y a des neurones inhibiteurs et il y a des neurones activateurs. En plus, après, il y a des peptides, là, comme les endorphines, qui, elles, sont des modulateurs, en particulier de la douleur. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, non, il fallait que je vienne avant. Celui-là, il est toujours dur à faire partir. Je crois que... Il y a des ordinateurs où ça marche et des ordinateurs où ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. C'était une image, en fait, des neurotransmetteurs qui se promènent partout. Donc, un neurone communique. Un neurone calcule. Il va savoir, ou il va mettre en place la quantité de neurotransmetteurs qui vont être libérés dans telle ou telle action et si on en a besoin. À titre d'exemple, si je dois courir, tout à l'heure j'ai vu mon ours là, je dois courir longtemps, eh bien notre système nerveux et nos neurones vont s'adapter à nous donner plus de noradrénaline, qui était le nom, ou de l'adrénaline, pour pouvoir justement accélérer le rythme cardiaque et de pouvoir courir longtemps. Inversement, si c'est une petite action qui n'a pas besoin d'une action longue, eh bien le neurone va savoir calculer que je n'ai pas besoin de fabriquer ou de libérer beaucoup trop de neurotransmetteurs en fonction du signal qui m'est donné. Alors naturellement, vous comprenez qu'avec tous ces neurones, ils travaillent ensemble. Il n'est pas tout seul. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a 2, 3, 4, 50 qui se mettent en action ensemble. On dirait un peu une équipe de football, une équipe de rugby. Et puis tout ça va donner donc des informations qui vont être multiples au sein du neurone. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des neurones qui inhibent, ce sont les bleus, et des neurones qui stimulent. Et tout ce beau monde vit d'une manière normalement heureuse, sociétale, en parlant, vous voyez, les uns avec les autres. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas faire ça dans telle ou telle condition? Et vous n'y êtes rien. C'est votre cerveau qui va fonctionner tout seul en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, on parle toujours de neurones quand on parle du cerveau. Et en fin de compte, ils sont moins nombreux que d'autres cellules qui commencent, en tous les cas au niveau de la recherche, à prendre de plus en plus d'importance, qu'on appelle les cellules gliales. Alors les cellules gliales, elles servent de nourrice aux neurones. Elles les aident à vivre. Elles vont leur fournir un grand nombre de substances nutritives, comme la maman qui donne à manger à son bébé. Et c'est un peu ça, c'est comme ça que ça marche. Et il y en a différents types, et je vais vous les faire écouter tout à l'heure, parce qu'elles parlent aussi. Donc voilà une terminaison présynaptique, et voilà la terminaison postsynaptique, comme on l'a dit tout à l'heure, avec d'autres cellules, donc ces fameuses cellules gliales, qui entourent et qui vont aider à la transmission nerveuse. Encore un beau ciel étoilé. Et cette fois-ci, vous avez quelques neurones, là, et puis vous avez plein de cellules gliales colorées qui se trouvent tout autour. Dans le cerveau, elles ne sont pas colorées, c'est du noir et blanc. C'est nous qui avons rajouté des couleurs. Alors, je vous avais promis que les cellules gliales, vous alliez les entendre, chanter. Les voilà, les cellules gliales. Et puis les petits points blancs, ce sont les neurones.
pour essayer de vous faire la distinction. Il faut le faire un peu plus fort. Nous sommes près de ces joviales et cajolons les matins en tous en synchrone. Je suis la danseuse étoile, je ressemble à un astre, je défends et protège. Je suis la petite couturière qui fabrique la mieline toute blanche comme neige. Et moi, je suis toute petite, je balaye et nettoie de l'ardeur, je déploie. Alors, je vais faire, vous voyez, elle chante hein, à 3 niveaux, parce qu'il y en a 3 grands types de cellules gliales. Les premières, la chanteuse disait, je ressemble à un astre, parce qu'on les appelle les astrocytes. C'est vrai qu'elles ressemblent un peu à des étoiles, et elles servent justement de nourricières aux neurones. Il y a les secondes qu'on appelle les oligodendrocytes. Là, c'est la petite couturière. Tout simplement parce que, vous l'aviez vu tout à l'heure, à une image, sur l'axone, il y avait des sortes de gaines tout autour, qu'on appelle la gaine de myéline, et qui permet au potentiel d'action et à l'influx nerveux d'aller très très vite, à plus de la milliseconde. Parce que ça va grâce à ça. Si vous n'aviez pas ce système, le flux irait l'action irait tout doucement. Et ce sont les cellules gliales, qu'on appelle les oligodendrocytes, qui fabriquent cette gaine de myéline. Tous les neurones ne sont pas myélinisés, mais certains le sont pour que l'action soit beaucoup plus rapide. Et enfin, il y a des toutes petites cellules qui font un peu le ménage. C'est-à-dire que quand il y a des cellules qui sont mortes, c'est un peu comme quand vous desquamez sur la peau, eh bien, il y a de l'aspirateur qui arrive et qui va vous les nettoyer. Et on appelle ça les microglies, parce qu'elles sont toutes petites. Mais elles ont un rôle essentiel pour la survie des neurones. Alors, il y a un phénomène dans le cerveau dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la plasticité neuronale. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est grâce à cette plasticité, ce mot a été donné, que l'on peut s'adapter. On peut s'adapter à toutes les situations, des bonnes et des moins bonnes. Et nos systèmes nerveux vont être modifiés et vont se modifier en fonction de la situation, en particulier extérieure, et qui va permettre l'apprentissage et la mémoire. Il y en a qui jouent au golf. Il y en a un. C'est bon, vous voulez venir avec moi là? Si, vous allez nous montrer quelque chose. Fallait pas lever la main, c'est comme à l'école. Hein. Merci. Qu'est-ce que vous faites quand vous jouez au golf? Comme ça? Alors, montrez-moi un peu le geste. Moi aussi, je joue au golf. Alors. Je le fais mal. Oui, mais c'est pas grave. Comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Vous faites boum, ça part tout seul? Oui, il faudrait. Voilà. Exactement ça. Regardez, votre cerveau, ce qu'il a fait. Un cerveau novice ou un cerveau d'expert. Ça, c'est un scan que l'on a du cerveau. Qu'est-ce que vous observez entre les deux? Le premier, il y a plein de points partout. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que vous disiez. Je me mets là, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je dois penser, j'ai ma balle, je dois faire le mouvement, etc. Et tout ça, réfléchir, le lancer.
Et toutes ces régions du cerveau, ce qu'on appelle d'ailleurs du cortex moteur, a ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il faut que des neurones du cortex moteur soient activés pour que je fasse le mouvement. Il y a celui un peu en avant qui permet de réfléchir, et celui qui est tout derrière, c'est le cortex qu'on dit occipital, et qui est la vue. Donc celui qui va me permettre de savoir que ma balle, elle est là, et elle n'est pas là. Donc plein de zones sont éclairées. Ça, c'est le cerveau de Tiger Woods. Lui, à force de lancer des balles, il ne réfléchit plus. Il tape. Et en fait, il n'y a qu'une zone qui reste encore allumée, c'est le cortex moteur. Il ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire le geste. Et ça, c'est ça qu'on appelle la plasticité du système nerveux. Ce sera la même chose pour un pianiste, ce sera la même chose pour un peintre. On développe des voix en fonction de son métier, en fonction de ses habitudes. On développe telle ou telle voie nerveuse pour essayer d'arriver à la perfection, soit du geste, soit de l'habitude que l'on a au cours de la journée. Vous voyez, votre cerveau, il était bien. Hein, oui, moi aussi. Merci. Donc vous voyez, c'est ça un peu, la plasticité permet donc l'apprentissage. Là, dans le cas présent, c'est d'apprendre à taper dans une balle quand on joue au golf. Et puis j'ai un autre exemple qui est celui de la mémoire où d'autres systèmes remplacent ceux qui manquent. C'est le cas de personnes qui sont, par exemple, malvoyantes. Elles vont remplacer la vue par le toucher, par l'odeur, alors que l'homme, l'odorat n'est pas très très bien développé par rapport à des animaux, par exemple. Eh bien, dans cette expérience, vous avez des personnes voyantes auxquelles on a bandé les yeux pendant 5 jours. Eh bien, ça a suffi pour que dès le 2e jour, le toucher et l'ouïe se sont mis à plus se développer que dans les conditions normales, puisqu'il n'y avait plus la vue. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité donc, et l'adaptation. C'est un peu la même chose de l'habitude que vous avez. Nous, on fait souvent avec des enfants. S'il y a des enseignants ici, c'est assez intéressant. Vous faites goûter à un enfant, par exemple, un liquide rouge, un liquide vert, un liquide jaune. Qu'est-ce que va vous dire l'enfant? Ça, c'est de la grenadine. Ça, c'est de la menthe, et ça, c'est du jus de citron. Sauf que vous avez mis des colorants alimentaires dedans, vous avez changé la couleur. La menthe est rouge, le citron est vert. Eh bien, vous avez toutes sortes de réponses. Vous avez ceux qui trouvent que c'est tout de même un peu bizarre que la menthe sente la grenadine, par exemple, ou que le citron sente la menthe et tout. Alors ils sont un peu perturbés, mais au bout d'un certain temps, ils arrivent un peu à comprendre ce qui se passe. Et en fait, là aussi, c'est une adaptation parce que tous nos sens, nos 5 sens, sont reliés entre eux. La vue, elle est reliée au goût. Vous voyez, et quand vous regardez, vous allez au restaurant, par exemple, vous choisissez un menu. Avant même que le plat soit arrivé, votre cerveau va savoir ce qu'il va manger. Si vous commandez un poisson, ce ne sera pas du tout la même chose que si vous commandez une viande. Et en fait, c'est cette adaptation qui nous permet de survivre aussi à différentes situations. D'accord ? La zone principale que l'on a dans notre cerveau, que l'on voit ici très jolie, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. Pourquoi ? Parce que c'est un peu une forme d'hippocampe, une sorte d'animal, là, qui est comme ça. Et c'est une structure qui est absolument merveilleuse quand on la voit, parce qu'elle est tellement belle à dessiner en plus. C'est que c'est cette région qui se trouve à l'intérieur du cerveau qui va stocker notre mémoire. Et la mémoire va servir évidemment à l'apprentissage. Ce que je disais tout à l'heure d'un enfant qui était au milieu d'une rue et qui ne bouge pas,
Au fur et à mesure, quand les parents vont lui dire « Attention, s'il y a une voiture qui arrive, il faut que tu t'en ailles », eh bien, c'est comme des petites briques pour construire une maison. Il va y avoir des associations entre la voiture et le fait que je dois partir. Il y a une association entre le rouge et la viande, par exemple. Vous voyez, tout se fait au fur et à mesure de l'apprentissage et de la mémoire. Et on a des zones dans le cerveau qui sont naturellement, qui ont un rôle, pas unique, mais la plupart du temps, sont liées à différentes actions. Alors, certainement les 5 sens. Vous voyez, il y a le toucher, qui est là-haut, le goût, qui est un peu plus à l'intérieur, le contrôle des muscles, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le golf. Il y a l'odorat qui ne se trouve pas trop loin du nez. Il y a l'ouïe un peu plus loin des oreilles. Bon, il y a des zones de l'émotion qui ne sont pas très loin de l'hippocampe qui se trouve ici. Même si je suis à l'Institut de la Vision, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi nos images se forment à l'arrière du cerveau alors que notre œil est à l'avant du cerveau. Ça, c'est encore un des mystères de l'évolution. Et puis, vous voyez que chaque région, elle a un peu son rôle à l'intérieur de notre cerveau. Et on peut faire des cartographies comme ça, comme par exemple des images de l'esprit. Ça, c'est aussi grâce au scanner qu'on a obtenu ces images. Il y a des régions, par exemple, qui permettent de trouver les mots. Vous voyez que ce n'est pas la même région que celle pour prononcer les mots. Ce n'est pas la même région pour entendre les mots. Et c'est naturellement pas la même région pour lire les mots, puisque là, il faut la vue. Vous voyez que c'est derrière le cerveau. Donc, on peut faire des vraies cartographies comme ça. Là, c'est l'exemple des mots, mais on pourrait faire ça sur un grand nombre d'exemples. Et puis, on peut même représenter, vous voyez, sur le cortex, là, l'ensemble de notre corps. C'est ce qu'on appelle l'homoculus. Et vous voyez que tout notre corps peut être représenté de cette façon, aussi bien de l'abdomen jusqu'aux organes génitaux. Et quand on reconstitue le bonhomme, eh ben on s'aperçoit, mine de rien, que les parties les plus importantes chez l'homme, c'est la sensibilité. On sent beaucoup plus que toutes les autres actions que l'on peut avoir. Je ne vous ai pas encore perdu ? Non, super. Alors, comme je le disais depuis le début, le cerveau, il n'est pas tout seul. Il ne pourrait jamais vivre s'il ne reçoit pas des informations de notre corps et si notre corps et si notre cerveau n'envoyait pas des informations à notre corps. Et en fait, il existe, je vous ai donné le système nerveux, donc central et périphérique, mais à côté, il y a 3 autres grands systèmes importants. Il y a notre système hormonal, qui est le système endocrinien, et qui régule l'ensemble des actions dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout simplement parce que notre cerveau a ce qu'on appelle des récepteurs, c'est-à-dire que peut reconnaître certaines hormones qui vont modifier à la fois le comportement, mais également l'action de certains neurones. Vous avez notre système immunitaire, dont on a beaucoup parlé pendant les infections virales, en particulier celle du Covid. Et puis, plus récemment, vous avez dû entendre parler de ça, le deuxième cerveau, qui est notre intestin. Et dans notre intestin, on parle maintenant de microbiote, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a une composition en bactéries différentes. Et c'est vraiment l'un des grands progrès qu'il y a, où on essaye maintenant de relier la composition en bactéries que chacun d'entre nous a avec son comportement. Et on se demande si ce n'est pas justement notre combinaison de notre flore intestinale qui permet à chacun d'entre nous d'être différent et d'être un individu différent de l'un par rapport aux autres. Alors, le système endocrinien, ben, vous avez pas mal de glandes endocrines, hein. Vous avez les organes génitaux, vous avez le rein,
au-dessus, la surrénale, vous en avez plusieurs. Et donc le cerveau envoie des informations au niveau du corps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le système inverse qui est la rétroaction des hormones vers le cerveau. Parce qu'il y a un phénomène physique qu'on appelle l'entropie, qui est un retour toujours à l'état normal. Si vous avez été stressé, eh bien, vous avez eu plein d'actions pour arriver à la fin du stress. Et ce qui se passe, c'est que quand le stress est terminé, eh bien, il y a une période de relaxation, tout simplement parce que les hormones, les mêmes hormones qui avaient été stimulées pour agir sur le stress, vont renvoyer un signal pour arrêter cette action, pour éviter que l'on s'épuise complètement. Et c'est toujours comme ça pour retourner à un état d'équilibre. Je n'ai pas le temps de vous présenter, je ne veux pas vous présenter de graphe sur le stress, mais c'est très très clair sur le niveau d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Néanmoins, je vais vous montrer cet axe du stress, parce qu'il est important. Vous recevez l'information, mon ours, toujours, il est en face de moi, il va falloir que je cours. Qu'est-ce qui va se passer? L'information va être reconnue par mon hippocampe. Vous l'avez vu tout à l'heure, parce que je me souviens que l'ours est dangereux et que je dois partir. Donc le système va se mettre en marche, il va aller du haut du cerveau vers le bas du cerveau, vers une structure qu'on appelle l'hypothalamus, qui est un peu la corbeille de tout, mais qui a justement plein de substances qui permettent la régulation. Il va y avoir des substances qui vont passer dans le sang, ce sont des hormones, qui vont agir vers une petite glande qui se trouve sous le cerveau et qui est extrêmement important, surtout chez les femmes, qui s'appelle l'hypophyse. Et dans le cas présent, l'hypophyse va elle aussi fabriquer des hormones qui vont agir vers une structure qui est au-dessus du rein, qu'on appelle la surrénale. Et ces hormones, vous en avez entendu parler, et ces substances, vous avez entendu parler. Donc, il y a d'abord, quand vous êtes stressé, il y a une action directe qui va aller très vite pour pouvoir répondre. Et la substance qui est impliquée là-dedans, c'est quoi? L'adrénaline. Oh là là, j'ai un pic d'adrénaline. Je suis stressé. C'est exactement ça, l'adrénaline par une voie nerveuse, directe, comme on avait vu tout à l'heure, du système central vers le système périphérique, va aller vers la surrénale qui, à l'intérieur de cette glande qui se trouve au-dessus du rein, va libérer l'adrénaline. Ça, c'est pour une phase rapide. Pourquoi? Parce que l'adrénaline va agir ensuite sur nos muscles, on va le voir, pour pouvoir courir. Et puis, notre cerveau ne sait pas combien de temps je vais courir, toujours la même histoire que tout à l'heure. Donc, il va mettre en place un deuxième système hormonal qui va faire libérer des substances de l'hypothalamus vers l'hypophyse. L'hypophyse va libérer une autre substance qui, elle, va agir là, sur l'extérieur, qu'on appelle le cortex de la surrénale, qui, elle, va fabriquer des corticoïdes. Et les corticoïdes vont avoir des actions à plus long terme. Vous savez que ce sont des grands anti-inflammatoires. Et tout simplement, ces deux substances, des corticoïdes et de l'adrénaline, vont agir au niveau d'un organe cible, par exemple, dans le cas, le muscle, et va permettre l'utilisation du glucose, pour permettre au muscle d'être nourri et de pouvoir courir. Il va permettre aussi un phénomène qu'on appelle la glycogénolyse, c'est-à-dire dans le foie, la transformation du glycogène, qui avait été découvert par Claude Bernard, en glucose. Et enfin, va aussi agir sur notre système immunitaire, dans le cadre en particulier d'une inflammation qui pourrait intervenir en réponse au stress. Et puis, il faut bien que ça s'arrête, parce que sinon, tout notre système serait épuisé. Et donc, vous avez ce système de rétroaction par les mêmes hormones qui vont bloquer tout ce système une fois que l'ours ne m'a pas rattrapé.
Le système immunitaire, lui, il est formé de toutes les cellules de notre système immunitaire, en particulier les globules blancs. Vous voyez que les corticoïdes vont pouvoir, ça c'est en anglais, vont pouvoir agir sur ces cellules du système immunitaire pour donner à nouveau des informations au niveau du système nerveux. Et donc il y a plusieurs choses qui jouent en même temps lorsqu'il y a une action comme ça. Là, je vous ai montré le système endocrinien, maintenant le système immunitaire. Et je vais terminer par le plus récent, qui est le système gastrique. En effet, là aussi, il y a l'intestin qui fabrique des hormones, comme les cellules du système adipeux, nos graisses, pour dire à notre cerveau « j'ai assez mangé » ou « j'ai pas assez mangé ». Et donc, vous avez toujours l'équilibre entre l'hormone, par exemple, qui va vous dire « ça suffit, j'ai trop mangé », qu'on appelle la leptine, et puis une autre qui dit « allez, il faut que je mange », et qu'on appelle la gréline. Et toujours, c'est la même chose, et c'est toujours un retour à cet équilibre. Lorsqu'on est rassasié, eh bien, il y en a une qui va agir, et lorsqu'on a faim, c'est l'autre qui va agir. Et tout ça se trouve aussi lié avec ce microbiote intestinal, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec ces cellules, avec ces bactéries, ces virus qui sont à l'intérieur de nous et qui nous donnent notre comportement à chacun d'entre nous. Alors maintenant, je vais terminer. Ça n'a pas été trop long, là. C'est parfait, c'est merveilleux. Sinon, je vais me faire engueuler. Je vais vous faire de la pub. Avec des musiciens professionnels, nous avons mis au point un spectacle musical, une sorte de comédie musicale, dont la première a eu lieu la semaine dernière et qui, j'espère, va se mettre à tourner un peu partout. Donc si vous entendez parler de la mélodie des neurones, allez le voir parce que c'est un vrai spectacle, avec donc des musiciens professionnels, des acteurs professionnels qui jouent dans des comédies musicales comme Chicago, les producteurs, etc. Et qui se sont mis avec des scientifiques à produire cette comédie musicale. Et tout à l'heure, vous avez entendu quelques musiques et quelques chants qui sont faits par ces artistes. C'est le lien entre les artistes et les scientifiques. Bon, il y a 2 petits bouquins là que vous ne pouvez plus voir, hélas, qui étaient pour les enfants, que j'avais écrits, qui étaient Le cerveau, raconté aux enfants, et L'œil à la loupe, puisque je suis à l'Institut de la vision, qui était aussi raconté aux enfants. Ils sont épuisés, mais si vous arrivez à les trouver, si vous avez des petits-enfants, ils ont adoré. Maintenant, c'est les éditeurs qui ont arrêté la production, alors qu'il y en a eu beaucoup qui ont été vendus. On peut encore les trouver sur Amazon, des choses comme ça. Je fais de la pub pour Amazon. Alors, il y a un dessinateur, et en fait, on a fait ça dans des écoles, souvent les écoles primaires. On est allé les voir, et on leur a demandé, alors, si on parle du cerveau, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, en dehors, comment ça marche, hein. Est-ce que vous imaginez, nous, on n'avait pas imaginé ça, quelle est la question qui revenait régulièrement chez les primaires sur le cerveau? Qu'est-ce qui les intriguait? Et on a eu ça dans toutes les classes, hein, des CM1, CM2. Comment? Non. Non. La peur? Non. Il y a eu ces questions, hein, mais ce n'est pas celle qui est venue instantanément lorsqu'on leur a demandé. Alors, je vais vous le dire. Monsieur, pourquoi quand je me réveille, des fois je me souviens de mes rêves et des fois je ne m'en souviens pas? Et donc ça, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va se coucher et puis qui va se mettre à rêver du Petit Prince. Et puis le Petit Prince, ou une sorte de Petit Prince, va l'emmener faire le voyage que nous avons fait tout à l'heure à travers le cerveau, puis il va se réveiller. L'œil à la loupe, c'est l'histoire d'une chatte, une siamoise. Parce que la siamoise a les yeux bleus, donc on explique comment génétiquement
on peut avoir les yeux bleus, on peut avoir les yeux marrons, on peut avoir des yeux verts. Et puis une siamoise, ça louche quand c'est un chien de race. Et donc, on explique que certaines maladies, comme la myopie, et pourquoi il y a des gens qui voient moins bien que d'autres, etc. Et toujours avec des dessins faits par un illustrateur. Puis sinon, il y a des choses un peu plus sérieuses que vous pouvez et que je pourrais dédicacer tout à l'heure. Ce sont, comme l'a dit monsieur le maire, des romans. Alors j'aime bien écrire des romans scientifiques, historiques surtout, sur l'histoire des sciences ou pas. Le premier, c'est l'histoire de Paul, c'est pas Saint Paul. C'est un personnage dont peut-être, alors je ne sais pas, tiens, je vais faire un essai. Est-ce que quelqu'un est allé dans un collège Paul Bert, un lycée Paul Bert, ou a eu une rue Paul Bert, pas loin de chez lui? Voilà, une école Paul Bert. Eh bien, d'une manière très romancée, qui va vous emmener aussi en Australie, c'est pour ça qu'il y a ça, c'est l'histoire de Paul Bert, qui était un élève de Claude Bernard au début et qui est devenu un grand homme politique, à qui on doit d'ailleurs les lois qu'on appelle les lois Jules Ferry. Et c'est un peu cette histoire que je raconte là. Celle-là va vous toucher peut-être un peu plus, c'est les caprices du Nobel de la découverte du diabète et du stress. Alors le stress, on en a parlé. Pourquoi le diabète? C'est qu'en 1918, pas très loin d'ici, près de Cambrai, il y avait un hôpital militaire derrière les tranchées qui était tenu par les Britanniques et les troupes de l'Anzac, c'est-à-dire les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens. Et il y avait un jeune médecin, Frédéric Benting, qui a travaillé là avant d'être blessé et de retourner au Canada. Et arrivé au Canada, d'une manière tout à fait fortuite, et l'histoire est absolument merveilleuse, il a certainement fait l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle avec celle des antibiotiques, qui est la découverte de l'insuline pour les diabétiques. Et ça, c'est toute son histoire, naturellement romancée, racontée. Les bouquins sont écrits pour le grand public, comme un roman. Et on apprend plein de choses, comme moi je l'ai appris lorsque j'ai essayé de retrouver la trace de ça. Et puis juste les deux derniers, les plus récents, j'ai écrit avec mon épouse, qui est là-bas, qui est Le temps retourné, et qui est un hommage aux réseaux de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont permis à un grand nombre de scientifiques de quitter le régime nazi et de pouvoir s'installer aux États-Unis, puis ensuite de revenir en France. Et la plupart des grands professeurs de l'Institut Pasteur ont eu la chance d'avoir ces réseaux de résistance qu'on ne connaît pas très très bien et qui sont souvent partis de Toulouse en passant par le Portugal, et qui les ont aidés à survivre. Et le dernier, qui n'a rien à voir avec les autres, parce que ça c'est un roman policier qui est d'actualité, hein, vous imaginez, et qui est une attaque contre la politique de Trump sur un certain nombre de choses, et qui est très facile à lire. Ils sont tous faciles à lire, celui-là encore plus que les autres, et qui nous transporte, c'est aussi un livre sur l'amitié, qui nous transporte entre Paris et la Silicon Valley en Californie. En tous les cas, je voulais vous remercier d'avoir été si sage, et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, la première question de l'année, il y a un cadeau pour la première question de l'année, mais le cadeau, je vous le dis après. Alors, qui va se lancer? Bravo, Jean-Paul. Voilà. Le cadeau, il sera après, Jean-Paul. Bonsoir. L'année dernière, on a eu une conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, c'était juste pour avoir votre opinion sur ce développement non naturel de l'intelligence. C'est comme toutes les grandes découvertes. Bon, d'abord, l'intelligence artificielle n'est qu'un développement
technologique de nos ordinateurs. On a connu ça depuis les années 70, les progrès réguliers. Et si on a la chance, nous, au laboratoire, de faire des images comme ça, c'est grâce aussi aux performances technologiques que l'on peut avoir dans nos ordinateurs. Comme toute découverte scientifique, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est les gens qui vont pouvoir le manipuler et jusqu'où on peut aller. En tout cas, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, tant que notre cerveau arrivera à comprendre ce que l'intelligence artificielle lui donne comme information et peut le comprendre, ce sera bien. Par contre, si notre cerveau lui-même est dépassé par l'intelligence artificielle, c'est là où va se poser un certain nombre de problèmes. Alors, aujourd'hui, ça nous sert beaucoup, ça nous fait gagner énormément de temps, parce que plutôt que d'aller chercher, je dis par exemple nous qui cherchons des références de quelque chose, ben c'est vrai que la façon, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'on lui a donné un tas d'informations et que si vous tapez un mot ou un nom, ben vous arrivez à sortir très rapidement un grand nombre de références que vous n'auriez jamais réussi à obtenir, où il fallait des semaines ou des mois à obtenir. Ça, c'est la partie la plus intéressante et la plus positive et qui, je pense, continuera encore. Naturellement, si cette intelligence, entre guillemets, artificielle, qui n'est pas si artificielle que ça, parce qu'elle vient tout de même de l'homme, est détournée de son but, et on le voit un peu déjà sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, où on peut avoir des fausses informations. Moi, si je veux donner à mes plateformes d'intelligence artificielle de fausses informations, je travaillais sur une substance du cerveau que personne ne connaît vraiment, ça, je peux lui donner toutes les fausses informations. Et tout le monde reprendra les fausses informations. C'est ça le danger qu'il y a. Il faut que notre cerveau lui-même continue à avoir la main sur l'information qu'on va vous donner. Tant qu'on l'a, on est capable de s'auto-gérer et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le mot intelligence artificielle. Mais en tous les cas, jusqu'à présent, pour l'instant, à nous, ça nous sert beaucoup, parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Quand vous avez des banques de données génétiques, par exemple, au lieu d'aller chercher, vous n'avez même plus besoin des fois de faire l'expérience. Si vous voulez savoir si tel gène, je dis n'importe quoi, mais tel gène est présent dans telle ou telle structure du cerveau, vous tapez le gène et vous lui posez la question. Et les plateformes d'intelligence artificielle vont réussir beaucoup plus rapidement que vous à retrouver la question et de dire oui, il y a un tel article qui a dit ça et qui a dit ça et qui a dit ça. Voilà ce que ça fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ni vous, ni personne, ce qui se passera dans 10 ans, dans 15 ans, mais c'est comme toutes les découvertes avec les bons côtés. L'énergie nucléaire, par exemple, elle avait été développée par des gens qui avaient des très bonnes intentions et qui a beaucoup servi et qui sert encore. Et puis, on a vu les dérives que l'on connaît. J'espère avoir répondu. Ça, c'est mon point de vue, hein, maintenant. Quand elle est... Oui, quand... voilà, pour l'instant, elle est générative. Ça veut dire qu'elle se fait au fur et à mesure et elle progresse. Donc, c'est vrai que c'est une information, mais c'est à vous, si vous avez cherché cette information, d'être encore capable de dire que cette information est juste. Alors, des fois, on ne peut pas. Mais si je cherche Napoléon, je vais regarder ce que me dit ChatGPT ou d'autres IA comme ça, et vous allez voir que si vous dites que Napoléon est né au 21e siècle, il y a quelque chose qui n'ira pas. Mais voilà, pour l'instant, on en est là, je crois. Une autre. Je vous arrive, j'arrive. Merci.
Les superbes photos que l'on a vues avec les couleurs, qu'est-ce qu'elles représentent? Une action des neurones particulière ou c'est vraiment... Non, c'est de la génétique. C'est-à-dire que vous pouvez colorer un gène avec une substance particulière, et puis vous introduisez ce génome dans l'embryon. Lorsque l'embryon va se développer, eh bien, il va se développer avec des couleurs différentes. Alors vous pouvez avoir, comme les lucioles par exemple, des couleurs. Vous allez avoir des substances fluorescentes, d'autres substances comme ça, et ça va vous donner des belles images qui en elles-mêmes n'ont pas directement de représentation, sauf si vous savez, vous, que le gène, par exemple, que vous avez introduit, eh bien, vous le retrouvez dans telle région du cerveau. Ça veut dire que ça va être vraiment un gène qui a un rôle, par exemple, dans le cortex moteur, donc sur la motricité. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais moi, ce que je vous présente là, c'est des images pour qu'elles soient jolies. Mais merci pour la question, parce que moi, ça permet d'avoir une explication. Est-ce que moi je peux poser une question? Parce que moi j'ai une question. Pourquoi je ne me souviens pas de mes rêves? Parce que moi je suis comme les enfants et je ne sais pas. Alors, quand on rêve, on a plusieurs stades du sommeil. Il y a des stades qui nous laissent éveiller, et il y a des stades qu'on appelle le sommeil paradoxal ou le sommeil profond. Et si vous êtes réveillé, alors ça on en a 2 ou 3 à peu près par heure, quand on dort correctement. Et si vous êtes réveillé au moment d'un sommeil paradoxal, vous allez vous souvenir de vos rêves. Parce que c'est là où on rêve, c'est la période la plus profonde où on fait des rêves. Et si on vous réveille dans une autre phase du sommeil, non, vous ne vous souvenez plus de rien. Donc vous ne vous souvenez plus de vos rêves. C'est aussi simple que ça. Vous le savez, vous avez la réponse, hein, vous la connaissez. Hein. Ça dépend si votre rêve est joli ou pas. Par rapport à la maladie d'Alzheimer, si vous étudiez le cerveau, est-ce que ça se voit dans la structure? Oui. Il y a une grande voie nerveuse qui contient de l'acétylcholine, vous avez tout à l'heure, et qui relie en fait, en gros, le cortex avec des voies émotionnelles du cerveau. Et en fait, c'est une dégénérescence de ces neurones. D'ailleurs, on perd tous des neurones. Hein. Dès qu'on naît, on perd des neurones. Il faut mieux en perdre le moins rapidement possible. Hein. Normalement, ça se perd comme ça. Si ça perd comme ça, c'est plus embêtant. Et c'est justement, ce qui est embêtant, c'est que c'est la région qui relie le cortex à l'hippocampe, dont je vous ai montré. Et naturellement, les phénomènes principaux que vous voyez, c'est une perte de mémoire. En particulier la mémoire à court terme. Il y a plusieurs mémoires aussi. Hein. Et comme ces neurones dégénèrent, vous perdez, entre guillemets, la mémoire. Et c'est un peu ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, pour être simple. Et toutes les pathologies, grandes pathologies comme ça, neurodégénératives, comme on dit, c'est ça. La maladie de Parkinson, c'est une perte des cellules dopaminergiques d'une région bien particulière du cerveau. C'est pour ça qu'on donne, par exemple pour la maladie de Parkinson, des substances qui vont stimuler la libération de dopamine par les cellules qui restent, jusqu'à temps qu'elles peuvent le faire. Vous savez, c'est très technique et mécanique. Hein. Si ça stimule, il faut donner un stimulant. Si ça inhibe, il faut donner un inhibiteur. Ou bloquer l'action stimulatrice par un inhibiteur.
La psychiatrie, elle est basée un peu là-dessus. Hein. C'est pas... Où en est-on? J'ai lu récemment qu'il y avait, alors je ne sais pas où on en est exactement, la possibilité par un micro-ressort injecté dans des endroits précis du cerveau des substances chimiques justement pour régler certaines maladies. Est-ce que c'est vraiment encore au point ou c'est une nouvelle découverte qui va progresser? Non, il y a plein de découvertes qui progressent. Il y en a aussi qui progressent et qui s'arrêtent parce qu'on voit que ça ne marche pas. L'une des difficultés que l'on a avec le cerveau, à l'inverse du reste du corps, c'est qu'il y a fameuse cette barrière qui nous protège. Elle nous protège tellement bien, c'est qu'elle empêche les médicaments de rentrer dans le cerveau. Et qu'il faut donc trouver des astuces, qui peuvent être celles-là, mais qui peuvent être bien d'autres. Hein. Maintenant, on essaie d'englober des substances, par exemple, dans des lipides, c'est des graisses, parce que les membranes, la barrière, elle peut absorber les lipides. Donc on se dit que si elle absorbe les lipides, elle va prendre la substance qui est à l'intérieur, et la substance ensuite va pouvoir agir, si elle arrive à sortir des lipides. Vous voyez, c'est toujours ce genre d'avancée qu'il y a, mais c'est vrai que pour le cerveau, par rapport à d'autres maladies, la pharmacologie est bien en retard à cause de la difficulté, c'est pas qu'on ne connaît pas les substances, mais la difficulté de faire introduire dans le cerveau, sans le léser, différentes substances qui pourraient être actives et qui peuvent passer la barrière, qu'on dit passer la barrière hémato-méningée. Quelles conséquences ont sur le cerveau l'absorption de cannabis ou d'autres substances Ben voilà, bon, je n'ai pas voulu vous présenter ça après, mais tous les neurotransmetteurs que vous avez là, que je vous ai présentés, sont liés à ces différentes substances. Ces substances, elles sont soit analogues à la dopamine, à la noradrénaline, soit ce sont des substances qui vont stimuler ces systèmes, ou les inhiber, comme on veut. Donc l'héroïne, la cocaïne, par exemple. Je vais vous donner l'exemple de la cocaïne, qui est assez intéressant. Je vous ai présenté la terminaison nerveuse tout à l'heure. Ce qu'on recherche, c'est avoir plus de dopamine, parce qu'on se sent bien. Et bien pour ça, la cocaïne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle empêche que la dopamine revienne dans la terminaison présynaptique, mais continue à agir sur les récepteurs après. C'est un inhibiteur de ce qu'on appelle la recapture. C'est la même chose que le Prozac pour la sérotonine. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, toutes les substances hallucinogènes vont avoir un rôle sur la libération plus ou moins importante de ces neurotransmetteurs. Et comme ces neurotransmetteurs produisent des effets importants, qui peuvent être donc de stimuler des neurones ou de les inhiber, eh bien, si ces neurones se mettent à libérer des substances que votre corps pense être intéressantes, c'est ce que vous avez. C'est comme ça. Est-ce que chaque personne a un même nombre de neurones ou alors que le QI correspond au nombre de neurones? Non, alors le QI ne semble pas être lié. Vous savez, là, on donne toujours cet exemple du cerveau d'Einstein, qui n'était pas gros. Hein. Il était plus petit que les autres. Hein. Je crois qu'il faisait 1,2 kg, comme ça. Hein. Donc, c'est déjà pas la grosseur. C'est donc pas obligatoirement le nombre de neurones. Et comme quand je vous ai dit que c'était 100 milliards de neurones, ça pourrait être 120 milliards, hein. Ça pourrait être 150, ça pourrait être 50. Parce que quand on arrive au niveau des milliards, hein, apparaître un japonais comme ça, puis aller compter exactement le nombre de neurones que vous avez partout, c'est un peu difficile. Il n'y a pas tellement de relations comme ça. Mais par contre, pourquoi des gens ont un QI plus important que d'autres, là, heureusement qu'il y a de la place pour faire de la recherche. Si on savait tout, on n'en est qu'au haut de l'iceberg, hein, pour l'instant, il faut croire. Malgré tout ce que je vous ai raconté.
Je crois que ça va faire une très très belle conclusion, puisque c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Merci beaucoup, professeur. C'était captivant, c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes bien resté avec nous et dans votre cerveau. Voilà. Merci, professeur. Alors, on va revenir un peu terre à terre, un peu plus terre à terre. Je suis désolé, j'ai pas le talent ni la connaissance. Alors, d'abord, une petite question. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la quille? Allez, levez la main. Tout le monde sait ce que c'est que la quille? Bon, alors je ne vous explique pas ce que c'est que la quille. Ça m'étonne quand même. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas. Alors j'explique. Vous allez me dire, ça ne sert à rien qu'ils posent les questions, puisque de toute façon, on y répond. La quille, c'est ça. Et sur le bar, là-bas, à la sortie, il y en a 2. Et elles sont identiques. De face, de profil, mais de derrière, il y a un truc particulier, il y a une petite fente. Et la fente, ça sert à mettre votre contribution, puisque si vous voulez qu'on puisse continuer à vivre, eh ben, ça fait partie voilà, des besoins qu'on a pour continuer à faire vivre l'université. Ça, c'était la première information. La deuxième, c'est, je vous rappelle que toute la conférence a été enregistrée, donc elle sera visible sur une chaîne YouTube qui s'appelle Tincourt TV. Alors vous pourrez revoir toutes les autres conférences que vous avez manquées, et celle-ci sera certainement en ligne, je pense, Frédéric, à peu près vers dimanche. Donc vous pouvez la revoir, vous pourrez, pour les gens qui n'ont pas venus, bon, dimanche après-midi. Donc voilà, ça c'était ça. Qu'est-ce que j'avais aussi? Petite information, pour ceux qui ne reçoivent pas notre programme par mail, c'est possible, soit vous ne nous avez pas donné votre adresse, et dans ce cas-là, vous allez voir Valérie pour la donner, soit, si vous ne l'avez pas, c'est qu'on a quelques adresses qui nous reviennent en inconnu ou en saturé. Donc, si vous ne recevez pas le programme par mail, c'est qu'il faudra redonner votre adresse à la jeune femme qui est derrière le bar. Justement, en parlant de programme, il y en a quelques-uns qui sont à l'entrée. Donc, la prochaine conférence aura lieu je n'ai pas tout de tête quand même, le vendredi 7 novembre. Le thème, ça sera les sciences et techniques, ça sera sur le textile en Picardie. Et donc, c'est monsieur Philippe Dessin qui viendra, qui est le président de Confection Impression Textile Dessin. Et il viendra nous expliquer un petit peu ces sciences et techniques et histoire, et un petit peu tout l'historique du textile en Picardie. Il y a énormément de choses à apprendre là-dessus. Et puis la troisième et dernière conférence de cette année calendaire sera le 21 novembre. Ça sera alors assez différent, ça sera de l'histoire et aussi de la technique, puisque ça sera l'histoire de Motobécane, une épopée industrielle, puisque Motobécane est né à côté de chez nous, à Saint-Quentin, mais je ne vais pas vous faire la conférence aujourd'hui, puisque Bernard Rapp, qui est un ancien cadre de chez Motobécane, viendra vous la faire le vendredi 21 novembre. Voilà. Et puis, je fais un peu de teasing pour l'année prochaine. Personne ne le sait, sauf le comité des sages, mais ils ne sont pas bavards, ils ne vous le diront pas. On a 3 conférences de prévues en janvier, février, mars 2026. Et on vous les publiera la prochaine fois. Voilà, dernière petite... Donc, comme toutes les dernières années, à la fin de la conférence, il y a un petit rafraîchissement. Ça vous permet, si vous voulez rencontrer le conférencier, il est à votre disposition. Si vous voulez discuter entre vous, il n'y a pas de souci. Il y a des brioches. Et si vous le voulez, petite parenthèse, il y a aussi des brioches à vendre. On fait l'opération brioche aujourd'hui au bénéfice de l'enfance inadaptée et des handicapés mentaux. Il y a, si vous voulez acheter des brioches, ça fera une bonne action. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et rendez-vous donc j'ai déjà oublié la date, le 7 novembre pour le textile en Picardie. Bonsoir tous. Bonsoir à tous.